Gauthier. Jean-François Gauthier est docteur en philosophie. Il a été le rédacteur de l'encyclopédie Les Génies du classique aux éditions Atlas. Il a publié chez Actes Sud un volume sur Palestrina et un sur Debussy et contribue régulièrement aux revues de la Nouvelle Revue d'Histoire et Éléments, ainsi que Crisis. Son dernier livre, Le sens de l'histoire, est paru en mars 2013 aux éditions Ellipse. Jean-François va évoquer devant nous la polyphonie du monde. L'écriture polyphonique est une technique d'écriture musicale qui, contrairement à ce que disait l'écrivain auvergnat Alexandre Vialat à propos de la femme, c'est sa fameuse phrase « la femme remonte à la plus haute antiquité », ce qui est probablement vrai. La polyphonie, elle, ne remonte pas à la plus haute antiquité. Il faut attendre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle pour qu'apparaisse cette technique d'écriture. Technique d'écriture qui va porter l'esthétique musicale européenne durant 7 siècles, ce qui est tout de même un phénomène culturel assez important. On va dater un peu les choses. La polyphonie remonte, disons, une génération qui va de 1195 à 1220. Pour mémoire, à la bataille de Bouvines, 1214. Si Philippe pourra me corrigera si je me trompe. Non, ça marche. Merci. Que se passe-t-il? À ce moment-là, dans la chrétienté, la papauté essaye depuis plusieurs décennies, Grégoire VII, Innocent II, Grégoire IX, d'imposer une réforme grégorienne, c'est-à-dire d'imposer un même type de chant rituel à toute la chrétienté. Et ça ne fonctionne pas. Et on a déjà essayé ça sous l'administration carolingienne au IXe siècle. L'administration carolingienne, il voyait d'ailleurs un moyen d'unifier son propre pouvoir, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que dans les églises locales, églises au sens d'ecclésia, pas au sens du bâtiment, des traditions populaires se sont imposées, ont été intégrées au rituel. Il y a même parfois des jongleurs, il y a du spectacle, il y a aussi du théâtre sur les parvis, bref. Les rituels sont très divers selon les régions et l'unification n'est pas à l'ordre du jour. Elle est d'autant moins que nous sommes là en 1195 sous l'évêché parisien de Eudes de Sully, qui n'entend pas se laisser dicter ses conduites par une administration romaine, et d'autant qu'il profite dans le chantier de Notre-Dame en construction, lieu pour nous important puisque c'est là même que notre ami Dominique Vénère avait choisi de mettre fin à ses jours. Dans le chantier de Notre-Dame en construction, il profite de la présence de 2 chantres tout à fait remarquables, Léonin et son élève Perrotin, qui travaillent à résoudre un problème technique irrésolu depuis plusieurs décennies, même depuis plusieurs siècles. Comment écrire la musique? Tout son, qu'il soit musical ou non musical, a 4 caractéristiques fondamentales. Sa hauteur, plus ou moins grave, plus ou moins aiguë. Sa durée, plus ou moins longue et combinée avec d'autres durées, cela s'appelle des rythmes. Et puis son timbre et son intensité. Et Léonin et Perrotin vont adopter, améliorer un système pré-solfégique, dirons-nous, qui permet de repérer des hauteurs de notes avec des séries de petites lignes. Il y a une série de lignes dont
on fait repère à la deuxième avec une ligne jaune, et puis une autre série de lignes avec laquelle on fait repère avec la couleur rouge. Et voilà des choses qui vont anticiper ce que nous appellerons plus tard les portées en clé de sol et en clé de fa, par exemple. Et puis on commence à donner des formes particulières aux notes. Il y en a qui vont être rectangulaires, d'autres carrés, d'autres plutôt en losange, et ça va permettre de repérer relativement des longueurs de notes, des durées de notes. On a donc affaire au début des portées et au début de la notation métrique des durées des notes. Alors par ce moyen, il y a quelque chose qui est très très important, c'est qu'on commence à dépasser le stade de la seule transmission orale de maître à disciple de la musique. Si on peut l'écrire, cela veut dire qu'on n'a plus besoin de la seule transmission orale, on peut transmettre un manuscrit, et ça c'est très important. Deuxième ouverture, et ça va être la plus importante pour l'histoire de la musique européenne, puisqu'on sait écrire des notes, on va pouvoir superposer des voix différentes. Et cette superposition de voix différentes va être la très grande conquête de la musique européenne, ou plutôt des compositeurs et des musiciens européens, à partir du XIIIe siècle. Il est à remarquer que ces inventions nouvelles interviennent à un moment où l'Europe, traversée de féodalité, jalouse d'elle-même, redécouvre une idéologie de stratification sociale qui va lutter contre les féodalités. Pour l'instant, ce que l'on sait, les écoles duméziliennes n'ont pas encore compris comment c'était revenu en Europe, mais il s'agit de la trifonction indo-européenne traditionnelle. On commence à distinguer dans les représentations que l'on se fait de la société et des dysfonctions sociales entre les oratores, ceux qui prient, fonction juridico-religieuse, les bellatores, ceux qui se battent, qui assurent l'ordre interne ou l'ordre à l'égard de l'extérieur, et les laboratores, ceux qui travaillent, que le Moyen-Âge va diviser en deux types de grandes fonctions, ceux qui travaillent la terre et ceux qui travaillent les objets, c'est-à-dire l'artisanat. Voilà donc une représentation stratifiée, multifonctionnelle, commence à traverser l'idéologie politique au moment où les musiciens eux-mêmes commencent à apprendre à écrire des voix différentes, superposées et combinées, mais pour autant non contradictoires. Alors dans le Notre-Dame en travaux, pendant que Léonin et Perrotin répètent des chants, les tailleurs de pierre, les compagnons, poussent aussi des variations sur les mêmes chants, et puis voilà qu'on intègre ça à des cantiques à plusieurs voix. On commence à écrire, à noter dans un Liber Magnus Organi, un grand livre de chants, ce qu'on appelle des triplats, c'est-à-dire des chants à 3 voix, et même des quadruplats, c'est-à-dire des chants à 4 voix. Et ce grand livre va être copié, recopié, surrecopié, à une époque où les photocopieuse ne fonctionnait pas encore, et la multiplication des copies va se répandre dans tous les grands chantiers de cathédrales gothiques. Alors, vers l'est et le vers l'ouest et le sud-ouest, à partir de Paris, c'est bien sûr Angers, Nantes, et puis vers le sud, c'est Poitiers, Angoulême, Bordeaux, mais un peu vers l'est et vers Lyon, mais l'essentiel, ça va être le très grand pays franco-flamand, qui est le siège d'une bonne trentaine de chantiers, parmi lesquels, bien sûr, on va noter Senlis, Lens, Soissons, Amiens, Mons, Louvain, Beauvais, tous ceux nord de l'île de France, qui va pratiquement jusqu'à ce qu'il deviendra plus tard la Hollande. Et dans tous ces lieux de culte se développe
le travail de la musique à plusieurs voix et l'apprentissage de leur conjugaison la plus libre possible, c'est-à-dire la moins chargée d'imitation d'une voix à l'autre. Alors les réactions ne se font pas trop attendre. Dès 1325, il y a une décrétale, c'est-à-dire un décret papal qui sort, la décrétale Docta Sanctorum Patrum, qui tente à interdire la polyphonie. Pourquoi? Parce que la polyphonie est sensuelle, et on veut imposer partout le grégorien, qui n'est pas de la musique, qui est une forme musicale d'exercice spirituel, qui exalte une vérité, qui est une vérité théologale, contenue dans le texte qui est chanté. Alors, ces interdictions et ces méfiances de l'Église vont durer, je ne veux pas vous en faire l'histoire, il y en aurait pour plusieurs heures, mais enfin bon, 1503, il y a un concile à Bâle qui se plaint d'un credo d'un compositeur, un autre concile à Paris en 1528 interdit les interventions musicales, strictement instrumentales. Il y a un autre synode à Cologne en 1536 qui demande une limitation des interventions de l'orgue. En 1560, on exige la disparition des références musicales profanes, etc. À Reims, en 1564, on interdit l'orgue pendant le credo de Gloria et Sanctus. Bref, les musiciens polyphonistes ne sont guère appréciés des institutions, et les institutions ne manquent pas de multiplier les plaintes. Alors que se passe-t-il? Eh bien, il se passe en Italie à peu près ce qui s'était passé quelque temps avant, lorsque l'Église a interdit les dissections, pour des raisons théologiques, parce que quand il y a dissection, qu'est-ce qui va se passer au moment de la résurrection des corps? On va avoir des pièces un peu dispersées, on ne saura pas à qui attribuer. Et c'est la raison pour laquelle les princes italiens se sont mis à tour de bras à fonder des facultés de chirurgie et d'anatomie. Eh bien là, on leur interdit la musique polyphonique, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer des chapelles avec des chantres chez eux et multiplication de musiciens. Alors, l'Italie n'a pas fait partie du mouvement gothique, donc on manque un peu de compétences techniques. Qu'à cela ne tienne, on est italien, on se débrouille, c'est-à-dire qu'on fait de l'importation, on importe du belge, enfin du franco-belge, et l'école franco-belge devient la grande institutrice de l'école italienne, et cela partout, puisque le maître de Palestrina à Rome était un franco-flamand, le maître de Gabrielli à San Marco de Venise était un franco-flamand, le maître d'ingénierie à Crémone était franco-flamand, le maître de Monteverdi à Montou était franco-flamand. Bref, les franco-belges sont partout en Italie pour instruire. Mais les franco-belges sont toujours un peu franco-belges, c'est-à-dire un peu raides aux entournures. Les Italiens vont reprendre la technique et ils vont leur ajouter quelque chose que seuls les Italiens pouvaient ajouter: la grâce, la respiration, les chants d'oiseaux, et tout un tas de choses dans ce genre-là. Et ils vont inventer des formes que les franco-flamands n'avaient pas inventées, avec la liberté des voix. Il y a d'abord le double chœur vénitien, qui est tout à fait extraordinaire, alors qu'il profite d'une caractéristique de San Marco à Venise. Il y a deux tribunes. Puisqu'il y a deux tribunes, on va faire deux chœurs qui vont se répondre et deux ensembles instrumentaux qui vont se répondre. Tout cela va enrichir les voix. Et puis on invente des histoires chantées en musique. Ça va s'appeler l'opéra. 1607, le premier grand d'entre eux, l'Orfeo de Monteverdi. Là, le genre va avoir un succès faramineux. Il va durer 3 siècles, et pendant au moins 2 siècles, la langue universelle va être l'italien, comme aujourd'hui l'anglais pour de la chanson dont on ne dira pas que c'était exactement de la musique. Alors on multiplie par ailleurs les formes instrumentales, on invente le concerto d'instruments, ça aussi c'est très italien, c'est-à-dire que le plus brillant se met devant les copains et il en rajoute, et ça va devenir une forme très pratiquée. À tel point que, au début du XVIIe siècle, le mouvement s'inverse. Les profs, les instituteurs étaient franco-flamands, ils ont débarqué en Italie pour instruire tout le monde, mais bientôt le mouvement s'inverse.
C'est-à-dire que ce sont les musiciens européens qui vont venir en Italie pour apprendre à être encore plus libres qu'ils l'étaient. Et Heinrich Schütz, qui a été le grand maître de la polyphonie allemande avant l'arrivée de Johann Sebastian Bach, eh bien, il a eu pour maître Gabrielli et Monteverdi à Venise. Handel est passé par Venise et Rome, après avoir quitté Hanovre, avant de rejoindre Londres et de briller de mille feux. Louis XIV lui-même, qui avait quelques musiciens à sa disposition, Couperin et quelques autres, fait venir Lully, qui a à peine débarqué, alors pas comme réfugié politique arrivé en canoë, mais en carrosse, et il s'appelle aussitôt Monsieur de Lully avec un Y, et il est pensionné par le budget royal. Et voilà que dans toute l'Europe, mais vraiment toute l'Europe, la polyphonie va se jouer partout. Dans les églises, bien sûr, mais on va aussi commencer à construire des salles de concert. Ça, c'est la première grande initiative de Telemann à Hambourg. On va écrire de la musique, même de la musique de table. À Hambourg, Telemann écrit la Tafelmusik et Michel Richard de Lalande écrit le même genre de choses pour Versailles. On commence aussi à écrire énormément de musique pour amateurs, pour les gens qui se réunissent pour faire de la musique entre eux, pour leur plaisir. Et puis on en rajoute pour les fêtes aquatiques. Tout le monde connaît les water music de Handel. Alors ce n'était pas de la musique mouillée, c'était la musique pendant les fêtes aquatiques. Et on commence aussi donc là les grandes traditions de musique de chambre et autres. Alors, on peut dire que c'est un engouement, mais un engouement, une mode, ça dure une génération, pas plus. Là, c'est une nouvelle manière de vivre, ça va faire 7 siècles, disons de 1215 à, mettons la mort de Debussy en 1918 ou celle de Ravel en 1937, on est à 7 siècles de durée. Qu'est-ce qui fascine dans l'écriture musicale pour qu'on en redemande pendant aussi longtemps? Et je vous avoue que j'ai longtemps cherché une réponse à cette question en travaillant l'écriture musicale elle-même, et c'était précisément ce qu'il ne fallait pas faire. J'avais oublié une des leçons de notre maître Julien Freyn. Rappelez-vous, cher ami, que ce qui font de la politique n'est pas politique, c'est la société, c'est une donnée extra-politique. Ah oui, c'est vrai, vous m'avez dit ça, oui. Ceux qui font de la morale, c'est pas moral, c'est la pitié. Ceux qui font de l'économie, c'est pas économique, c'est le besoin. Qu'est-ce qui va fonder la polyphonie si c'est pas de la musique? Il faut continuer à chercher, et à chercher en dehors des chemins trop parcourus. Et je vous avoue que j'ai attendu 2014 pour avoir la solution, comme nous sommes allés, petit bataillon modeste, avec quelques amis sous la houlette de deux fondateurs de l'Institut Iliade, grimper l'Olympe l'été dernier. Nous étions passés par Delphes, nous sommes passés ensuite par Athènes, et bien sûr par le musée de l'Acropole. Et là, que voit-on? La magnifique frise de Phidias. Enfin, ce que les Grecs ont pu en conserver et que les Anglais n'ont pas volé. Qui se trouve Qu'est-ce qu'il y a sur cette frise? Bien sûr, sur la face est, Athina et Héphaïstos, du côté du lever du soleil, mais aussi 280 personnages, 150 animaux, le dodécapéon, c'est-à-dire les 12 dieux principaux de l'Olympe, des cortèges de jeunes femmes tout aussi graciles et gracieuses les unes que les autres, les concurrents des courses, et puis tous les métiers qui s'exercent à Athènes. Bref, il y a une immense variété, un immense défilé de quoi? De ce qui fait la gloire d'Athènes.
et ce qui fonde la possibilité même de la frise des Panathénées. Du point de vue pratique, bien sûr, c'est le temple d'Ictinos et de Callicrates, c'est l'art des ateliers de Phidias, mais c'est d'abord la claire conscience qu'il est indispensable de célébrer une gloire collective que l'on met sous la houlette de la déesse locale, c'est-à-dire d'Athéna. Voilà ce qui fait l'unité profonde de ce défilé. Et on peut imaginer que le citoyen athénien qui vient en procession avec d'autres déposer l'offrande au Parthénon peut se dire en lui-même Efcharistum soi, diaten megalen doxan, nous te remercions, Athéna, pour cette très grande dignité. Parce que cette dignité, c'est la nôtre. Et c'est avec l'expérience de cette dignité que prend sens la devise que Solon avait fait graver sur le fronton du temple de Delphes. Tout le monde la connaît, le nom grec, Udokis et Automne, connais-toi toi-même, mais connais-toi toi-même comme l'un des éléments de cette grandeur, à condition de t'y situer pour ta part à toi. Tu n'es pas un dieu, tu n'es pas un demi-dieu, tu n'as pas gagné de course de char. Où es-tu dans cette gloire? Situe-toi là où tu es. Mais l'on voit ici que la célébration de la dignité est le moment fondateur dont la prise de conscience de soi n'est qu'un moment second. La condition de la prise de conscience de soi comme liberté, c'est la grandeur collective, et c'est ce que dit la frise de Phidias à Athènes. Alors, je vous invite à un petit voyage de 23 siècles d'un coup. On se retrouve vers 1730, 1740 à la Thomaskirche de Leipzig, où officie un certain Jean-Sébastien Bach. Que vient-on y faire le dimanche matin? À peu près la même chose que ce que faisait le citoyen italien quand il amenait son offrande avec des amis sur au Parthénon. Alors il y a évidemment le discours du canteur, du pasteur. Bon, c'est un truc traditionnel. Chaque fois qu'il y a des gens réunis dans un temple, il faut qu'il y ait un officiant qui parle. Et puis quand il a fini, que se passe-t-il? C'est au tour de Johann Sebastian Bach. Et Johann Sebastian Bach déploie une cantate, le plus souvent en langue allemande. Et dans cette cantate, il superpose des voix, il superpose des fonctions, il les donne à contempler ensemble, et il donne à l'audition très exactement ce que Phidias donnait à la vision pour le citoyen athénien, la perception d'une grandeur collective. Alors, doit-on dire que la frise de Phidias est une cantate polyoptique? Ou doit-on dire que la cantate de Bach est une frise de Phidias polyphonique? Je ne trancherai pas. Gardons les deux expressions, puisque les deux expressions valent le coup. En toute hypothèse, on peut répondre à la question posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui fonde l'art? Eh bien, ce qui fonde l'art chez les Européens n'est pas artistique. Ce qui fonde l'art, ce qui rend possible la frise des Panathénées, ce qui rend possible la cantate de Bach, ce n'est pas quelque chose de musical, ce n'est pas quelque chose de sculptural. Ce qui fonde l'art, c'est le besoin d'expression, c'est le besoin de contemplation de la grandeur et de la dignité collective, et c'est
de cette dignité d'une pluralité fondue en unité qui transcende la vie, que chacun peut dans un second temps comprendre ce qu'est sa propre subjectivité. Je vous en propose, avant de clore l'expérience, en vous faisant entendre un extrait de la messe en si mineure de Johann Sebastian Bach. Cette version que vous allez entendre est intéressante. Elle a été enregistrée en l'an 2000, c'est-à-dire pour le 250e anniversaire de la mort de Jean-Sébastien Bach, dans l'église Saint-Thomas, restaurée, repeinte. Alors pas aux couleurs initiales, mais c'est dans les lieux mêmes où la chose a été composée et surtout entendue pour la première fois que nous allons la réentendre. Mais je voudrais insister sur le fait que, bien sûr, c'est une musique qui va être jouée en un temple, mais la musique ne sert, la musique polyphonique, j'entends, n'est pas que de la musique jouée dans les temples. Lorsque Frédéric de Prusse arrive à convaincre par entre-gens et par intercession de l'un des fils de Johann Sebastian Bach, d'avoir la visite du vieux maître à Sans Souci, à Potsdam. Il parle de musique. Et s'il parle de musique, ça n'est pas de manière triviale. C'est parce que Frédéric, qui est flûtiste, qui est musicien lui-même, sait que quand on parle de musique, on parle aussi de la dignité de la Prusse. Et ça, c'est quelque chose que Johann Sebastian Bach a parfaitement compris. Quelques semaines après son retour chez lui, après sa visite à Potsdam, il enverra une très grande partition, très longue partition à Frédéric. C'est l'offrande musicale. Eh bien, quand Frédéric et Johann Sebastian Bach parlent de musique, c'est à peu près comme quand Louis XIV parle d'architecture avec le nôtre et Mansart. Il s'agit de la gloire de l'État et non pas d'un empilement de pierres. Et la polyphonie a aussi servi à d'autres choses encore. Qu'il soit permis d'évoquer les années 1858, 59, 60, 61, l'indépendance de l'Italie conquise sur l'Autriche. Bien sûr, il y a l'extraordinaire talent, même génie diplomatique et politique de Cavour. Bien sûr, il y a le courage des troupes de Garibaldi, mais aussi, et peut-être surtout, les grands cœurs de Giuseppe Verdi, parce que ceux-là, ils ont soulevé un peuple. Alors, ce que nous allons entendre de Bach, l'extrait de la messe en si, c'est une traduction latine de cette petite prière grecque que je vous citais tout à l'heure. Efcharistumen, nous te remercions, déesse, pour cette immense dignité. La traduction en latin, beaucoup d'entre vous la connaissent, elle est un peu emphatique. Gratias sagimus tibi propter maniam gloriam tuam, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Pensez en écoutant ce choral plus à Atina qu'à qui que ce soit d'autre, et je vous reprends juste à la sortie.
crois qu'il est facile d'imaginer le paroissien de la Thomaskirche se disant dans son langage propre ce que se disait le citoyen athénien 23 siècles avant. Soit remercié. Et je terminerai avec une allusion très rapide à une question que me posaient des jeunes esprits récemment à propos de Nietzsche, disant « mais on ne comprend pas très bien quelle est cette manie qu'il a de toujours réclamer une expression de la volonté de puissance. » Eh bien, on comprend à l'écoute de Johann Sebastian Bach ou au fait de regarder l'immense frise de Phidias, comment cela fonctionne. Si l'expérience de la dignité de la gloire collective est première par rapport à la prise de conscience de soi, alors il devient tout à fait normal pour une volonté ayant pris conscience d'elle-même de se retourner vers ce dont elle vient. Will-le-Zur-Macht, ça n'est pas la volonté de puissance, c'est la volonté vers la puissance. Et ainsi devraient fonctionner les Européens, se retourner vers ce dont ils viennent, c'est-à-dire leur propre puissance, dont ils ne sont que des délégués